Les interviews avec Laetitia Atlani et Star & Sun Magazine, le magazine people et culturel de la Côte d'Azur. Tout de suite, son invité. Et aujourd'hui avec nous sur Stars & Sun Magazine et FLP Radio, monsieur Lionel Lucas. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Également. Lionel Lucas, vous avez été professeur d'histoire-géographie pendant 20 ans. Vous avez été également adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var, conseiller général du canton de Cannes-sur-Mer et député de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes. Vous êtes également maire de Villeneuve-Loubet depuis 1995. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord comment passe-t-on de professeur d'histoire-géographie à maire d'une ville ? Alors d'abord, je n'ai jamais cessé d'être professeur. Donc j'ai été professeur pendant 41 ans. Donc professeur d'histoire géo effectivement pendant 20 ans, mais j'ai continué à exercer mes fonctions d'enseignant de manière plus réduite lorsque je suis devenu député parce qu'il y avait une compatibilité en fonction du nombre d'heures. Donc en fait j'ai enseigné 41 ans. Donc je n'ai jamais cessé d'exercer mon métier. Après, l'engagement politique et j'allais dire civique, c'est une affaire personnelle qui va au-delà d'un métier. Voilà pourquoi le hasard, au départ, a fait que les circonstances ont fait que je me suis retrouvé avec des fonctions électives, mais c'était absolument pas ma perspective au départ. Donc vous n'étiez pas forcément passionné de politique ? Si, j'étais totalement passionné de politique, mais vous savez, quand vous êtes fils d'ouvrier ou de petits commerçants, être député, ministre, être maire, c'est pas pour vous, quoi. À l'époque, on m'a même pas expliqué que Sciences Po ça existait quand il a fallu choisir après le bac Sciences Éco quoi faire. Donc je me suis orienté dans ce qui était le plus proche de la politique, c'est-à-dire l'histoire géo. Et du coup, quel était votre premier objectif en tant que maire ? C'est une bonne question, ça. Quand j'ai voulu être maire, je me suis dit pourquoi faire. Alors le problème, c'est qu'on avait ici un maire qui avait malheureusement vieilli, il avait 82 ans, il avait eu son heure de gloire et il pensait pouvoir se représenter encore une fois, mais plutôt pour protéger des gens que moi je n'estimais pas forcément fréquentables et que j'avais connus puisque j'étais adjoint au maire. Et j'avais une quarantaine d'années, donc comme je lui ai dit, à 40 ans, moi je suis plus l'adjoint de personne ou je suis le maire, où je suis un conseiller municipal d'opposition, mais voilà, donc je me suis présenté, il l'a fait aussi malheureusement, et je l'ai emporté très très largement. C'était vraiment pour redonner un élan à une commune qui vieillissait avec son maire, quoi, qui ne s'adaptait plus aux réalités de notre époque, même si lui avait été en son temps un excellent maire. Moi j'ai beaucoup de respect, d'estime, d'affection pour Max Chaminadas, qui a bien fait son travail, mais c'est un petit peu comme le boxeur qui fait le match de trop, quoi. J'espère que ça m'arrivera pas de la même manière, quoi. Justement, donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes maire depuis 1995. Donc mais avec une interruption, parce que j'ai été maire de 95 à 2001 et j'ai fait une interruption pour raison de cumul des mandats. Je suis resté député conseiller général entre 2001 et 2014. Et je suis redevenu maire en abandonnant mon mandat de député. Je suis redevenu maire en 2014. Donc je suis pas là depuis Mathusalem quand même, j'ai fait des respirations. Très bien. Du coup, quelle a été votre plus grande fierté en tant que maire et quel est l'objectif principal que vous vous donnez pour ce nouveau mandat ? Vous savez, moi je ne sais pas s'il faut avoir de la fierté. La fonction de maire est terriblement exigeante et elle est un accablement quotidien. Et c'est ce que les gens n'imaginent pas, c'est que chaque jour, c'est un peu du vice quand même, parce que chaque jour vous allez chercher des problèmes. Généralement, les gens fuient les problèmes et n'assument pas les problèmes. Quand vous êtes maire, vous savez que tous les jours, il va y avoir un problème. Un jour, il y a un McDo qui brûle. Un autre, c'est Veolia, ou des petites choses, un tapage qui dégénère. Voilà. Donc, franchement, 7 jours sur 7, vous n'arrêtez jamais. Vous subissez une pression, donc faut être un peu malade. En même temps, on est un peu vaniteux en voulant faire les choses et ne pas laisser faire. Alors, est-ce que c'est de l'orgueil, de la fierté, de la vanité ? Selon le caractère, je pense que c'est un peu tout. À la fois, donc moi j'ai pas de fierté, je dirais que j'éprouve un moment de bonheur quand je vois une famille avec ses enfants qui profitent de sa commune.
Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on s'épanouit dans sa commune et que nous y sommes quand même un peu pour quelque chose. Et par exemple, les pistes cyclables, pour moi, ça reste un bonheur permanent, c'est-à-dire de voir une famille, papa, maman, les enfants qui vont à la plage en vélo, en toute sécurité, sans les problèmes de bagnole, de stationnement, etc. Voilà, ça va pas très loin, quoi. Je pourrais vous dire tel bâtiment, tel... Bon, voilà, à ce moment-là, on passe son temps à être fier. Il n'y a pas à être fier puisqu'on a voulu être élu pour faire quelque chose. Donc voilà. Mais les bonheurs du quotidien, rendre les gens un peu mieux dans leur peau, dans une société difficile à vivre, aspirer dans cette commune, à dire on est bien dans cette commune, il fait bon vivre, c'est déjà pas mal, quoi. Au mois de juin, en pleine pandémie, vous avez évoqué, comme beaucoup de parents d'ailleurs, votre crainte face à la réouverture des écoles et du respect du coup des gestes barrières. La rentrée de septembre approche à grands pas. Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle échéance ? J'allais dire, si on nous emmerde pas, ça va le faire. Franchement, quand on nous dit qu'on va rouvrir les écoles le 11 mai, il y a 500 morts par jour. Et qu'on attend un protocole sanitaire où il n'y a pas de danger, mais il y a quand même 64 pages. Pour quelque chose qui n'est pas dangereux, ça fait beaucoup de pages quand même. Et dans lequel on vous dit, mais il ne faut rien faire. Les gamins, même le système chinois paraît plus cool, puisqu'il ne faut pas se toucher, il faut garder ses distances. Vous vous rendez compte ? Dans une école maternelle, on va interdire les gamins de se toucher. Et il y a des gens qui prétendent avoir rouvert les écoles maternelles quand même, en ayant respecté le protocole sanitaire. C'est faux, c'est un mensonge. D'ailleurs, aucun journaliste ne s'est rendu dans les écoles pour voir comment ça se passait. On a fait silence radio. Donc on est dans un jeu de dupes permanent, d'hypocrisie, et moi je refuse cette hypocrisie. Donc en mon âme et conscience, et malgré le mécontentement de certains parents ou familles de ne pas pouvoir caser leurs gosses parce qu'il faut aller bosser, mais non, je ne me laisse pas une école maternelle rouverte du moment que je ne peux pas respecter les consignes qui me sont données. Dès qu'on nous a allégé le protocole sanitaire, on a pu effectivement accueillir des classes avec un protocole assoupli, avec des conditions de protection. Donc je pense que pour la rentrée scolaire, les choses devraient être un peu plus simples. D'ailleurs, miracle, le gouvernement hier a dit tout va bien, on peut se toucher, il n'y a plus de distanciation, vous portez juste que les masques quand vous avez plus de 11 ans. Il nous dit toujours pas ce qu'il fait de son personnel, s'il les teste pas, parce que ça coûterait un peu d'argent. Nous, on a testé tout notre personnel et on le refera à la rentrée, bien sûr. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on soit mieux préparé aujourd'hui pour accueillir les enfants en toute sécurité ? Et est-ce que vous pensez encore que les écoles soient des foyers de contamination non maîtrisables, comme c'était le cas d'ailleurs ? Écoutez, j'en sais rien, moi je suis pas médecin et chaque fois qu'on entend un médecin, il dit l'inverse de l'autre. C'est vrai. Comment on fait ? Chaque fois, il y en a un qui vient vous raconter sa vie et qui vous dit c'est ci, c'est ça. 15 jours après, il y en a un autre qui vient vous dire exactement l'inverse. Comment voulez-vous faire ? Bon, moi je pense qu'on est dans un phénomène, bien sûr, d'une épidémie. Il y a des éléments de protection à avoir, d'hygiène surtout. Et puis après, les gamins sont pas plus concernés mais ils peuvent contaminer les adultes. Mais on n'a pas de visibilité. Donc moi, je me pose plus ce genre de questions. Je dis simplement les règles d'hygiène, de sécurité minimum. Puis après, on verra bien comment ça se passe. Et justement, donc, en cas d'augmentation du coup du pic épidémique, est-ce que vous êtes favorable au télétravail ? Et surtout, est-ce que vous pensez que cette crise soit quelque part un mal pour faire avancer les choses et peut-être faire prendre conscience que certains modèles, comme le modèle éducatif, n'est plus adapté et qu'il est peut-être plus le bon, peut-être trop vétuste, comme le modèle d'ailleurs des 35 heures ou du travail. Dites donc, vous en posez des questions, vous. Un peu trop. Comment répondre à tout ça ? Non, très franchement, dans l'ordre des choses, parce que vous m'avez complètement... Alors, dans l'ordre des choses, est-ce que vous pensez peut-être que le modèle éducatif ne soit pas trop vétuste ? Non, auparavant, vous vouliez me dire c'est un mal pour un bien. Je pense que dans tout mal, il y a forcément un bien. Et par exemple, le télétravail, où beaucoup de chefs d'entreprise étaient réticents de ne pas avoir sous la main leurs employés, ils se sont rendus compte que peut-être l'employé travaillait tout aussi bien, sinon plus, en étant chez lui. Alors après, c'est une question d'équilibre. Moi, je vois les réticences dans notre administration, et de certains élus même, un peu âgés d'ailleurs, ça les enquiquine de ne pas avoir l'agent au travail sous leur nez.
Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique ça. Donc moi je pense qu'effectivement on ne peut pas laisser les gens que travailler chez eux. Il faut bien avoir le rythme 1 ou 2 jours en télétravail et le reste... Vous êtes favorable du coup au télétravail? Moi je l'ai défendu en 1994 dans une élection cantonale avec le sénateur Pierre Lafitte. Alors c'est vous dire... On découvre l'eau chaude en 2020, je suis content, hein. Ça fait 26 ans que je le dis, c'était dans mon document de campagne. Favoriser le télétravail justement pour éviter les problèmes de circulation, de mêmes horaires, et puis c'est la modernité, et puis ne plus attacher l'homme au travail, le rendre libre de ses responsabilités. Voilà. Il prendra peut-être plus de plaisir du coup. Oui, et puis donc le respect, la confiance, la dignité sont des moteurs qui sont des bases pour moi dans une société, et non pas le flicage, la contrainte et l'exécution à tout prix. Voilà. Donc, mais tout le monde n'est pas dans ce management. Hein. Il y a encore des progrès à faire. Alors effectivement, de ce point de vue-là, la crise en obligeant fait réfléchir, mais malheureusement aussi, dès qu'on est revenu à la situation normale, les mauvaises habitudes et les facilités reprennent également. Concernant l'éducation, c'est difficile, on est prisonnier de locaux. Donc les locaux sont ce qu'ils sont, l'afflux des mômes aussi, donc bâtir pour imaginer des cours plus réduits, en faire à la maison les parents, mais les parents, dites donc, ils sont pas payés ils sont pas payés du tout d'ailleurs pour devenir des enseignants, quoi. Chacun son travail. Donc je sais pas dans l'éducation comment les choses peuvent vraiment évoluer, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Est-ce que par exemple vous êtes favorable à l'école le matin, le sport l'après-midi? Ah oui, nous l'avons fait en 1996, vous voyez, je parle toujours du siècle dernier comme les vieux cons, parce que j'y étais, quoi, voilà, hein, mais parce qu'il y en a qui, n'ayant pas de mémoire, découvrent l'eau chaude au moment où ils vivent. Et en 1996, c'est Guy Drut, champion olympique de haie, avait imaginé comme ministre des Sports le fait qu'effectivement on puisse avoir deux après-midi par semaine consacrés qu'au sport. Hein, et c'est Madame Royal d'ailleurs qui a flingué le truc quand elle est arrivée en 97, uniquement pour des raisons idéologiques. Elle qui se dit par ailleurs pragmatique, pas du tout. Elle a flingué le truc parce que ça a agacé le ministère de l'Éducation nationale, que ce soit le ministère des Sports qui le fasse. Et il l'avait fait avec le sport pour pas qu'il y ait des blocages dans l'éducation nationale. Et je vous raconte ça juste pour vous montrer comme tout est compliqué dans ce pays, parce que chacun est dans sa caverne, chacun est dans son blocos pour que rien ne se passe, mais que tout soit possible. Voilà, mais que rien ne se passe surtout. Et donc nous, on avait toutes nos écoles avec sport l'après-midi. C'était un truc formidable. Il n'y avait que 2 communes dans les Alpes-Maritimes, Valbonne et Villeneuve-Loubet, 2 tendances politiques différentes. Et on avait toutes nos écoles et ça marchait super bien. Et au niveau des résultats, du coup, ça se ressentait, j'imagine? Je ne sais pas si ça se ressentait, parce que moi je pense que c'est d'abord la qualité du prof et de son enseignement qui font les résultats, et sûrement pas le temps passé sur une chaise. Mais enfin bon, ça c'est un avis très, très personnel. Mais en tout cas, c'était très bien et ça permettait de donner du travail aussi. Ça nous coûtait à l'époque 3 millions de francs et le ministère nous donnait 1 million. Donc ça nous coûtait 2 millions de francs, mais c'était supportable. On avait dit à l'époque, seules les communes riches peuvent en profiter, etc. Enfin bon, des débats à la gomme comme on a l'habitude dans ce pays quand on veut rien faire. Madame Royal l'a flingué, donc on n'en a plus reparlé. Mais ça reviendra, oui, c'est tous les 25 ans, 30 ans, il n'y a pas de problème. La France est un pays très moderne, très dynamique, très, très jeune, et qui réinvente tout ce qui s'est passé avant, et peut-être un peu ailleurs, ça serait pas mal non plus. Tout à fait, ce qui est bien dommage. Du coup, on dit que toute crise crée du changement, et du coup, est-ce que vous pensez que cette crise peut-elle changer le monde, et est-ce que surtout, elle peut créer une prise de conscience réelle des abus? Non, tout ça c'est du vent. Vous pensez que c'est du vent? Ouais, c'est un truc de journaliste, ça permet de discuter. Ça vous a fait pas, vous avez pas eu une prise de conscience, vous, par rapport à cette crise? Mais moi, j'ai pas eu besoin de la crise pour avoir une crise de conscience. Il suffit de m'écouter et de relire tout ce que j'ai pu dire depuis des années. Mais ce que je dis, le disant avant les autres, ça n'intéresse personne. Vous savez, c'est Cassandre. Et lorsque tout le monde pense la même chose, comme les moutons, alors là, tout le monde vient vous dire, alors, et vous ça vous a pas interpellé, mais moi, j'ai la prétention de dire que ça me révèle rien.
Et j'ai quelques bonnes lectures sur notre monde. Il y a quelques auteurs intéressants. Donc, s'il y avait un peu de culture dans la société, peut-être qu'on serait un peu moins désarçonné. Mais comme on est dans une société alors tragiquement inculte, à un niveau désespérant qui fait que je me demande si même l'homme des cavernes n'avait pas plus de bon sens finalement, que c'est assez effarant. Il y a une pseudo-culture, mais qui n'est pas la vraie culture. Et il suffit d'ailleurs de regarder comment les gens s'exprimaient, comment les gens rédigeaient il y a seulement 40 ou 50 ans. Et la rédaction et l'expression traduisent toujours la réflexion. Voilà, et tout est dit. Et il suffit de regarder la télé. La radio, ça le fait un peu moins. Les journaux, ils sont obligés quand même de garder. Mais la télé, c'est effarant, quoi. Je veux dire, donc, et maintenant, n'importe qui vient dire n'importe quoi, donc tout va bien. Et ça encourage à continuer à dire n'importe quoi, puisqu'on a entendu n'importe qui le dire. Et dernière question, du coup, quel est votre message pour l'avenir ? Prions le Seigneur. Est-ce que vous avez un message pour la population ? Moi, je pense qu'il ne faut jamais sombrer dans le désespoir. C'est pour ça qu'il faut garder l'humour, puisque c'est la politesse du désespoir. L'homme de tout temps a surmonté ses épreuves, donc il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas encore. Mais c'est vrai que le vieillissement d'une population, comme c'est le cas de l'Occident notamment, fait qu'il y a une sorte de renoncement. Et donc c'est le renoncement qui annonce la maison de retraite et le cimetière, quoi. Voilà. Et même les jeunes, Pierre Chaunu, que personne ne connaît, qui était un grand démographe des années 60-70, a fait un livre en 1975 qui s'appelait La peste blanche, sur le rappel de la peste noire du XIVe siècle. Et la peste blanche, pour lui, c'était le fait qu'on ne se reproduise plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'enfants et que donc le vieillissement de la population provoque un choc général. Et sa formule était celle-ci: dans un pays de jeunes, les vieux sont obligés de penser comme les jeunes. Ça a été l'époque du baby-boom. Mais à l'époque du baby-boom dans lequel nous rentrons, c'est les jeunes qui pensent comme des vieux. Et je me suis surpris dans mes classes à être beaucoup plus jeune, avec 30 ans de distance, que ceux que j'avais en face de moi. Et Greta Thunberg est un bon exemple de vieille. Ce qui est quand même incroyable. Lionel Lucas, merci pour votre temps et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir permis